Depuis l'effondrement de la rue de la Rousselle, on a tenu et on s'est attaché à essayer d'être le plus transparent possible. Donc on va continuer. Et si on oublie des points, n'hésitez pas à nous poser des questions. À l'heure actuelle, nous avons 164 personnes qu'on considère comme étant sinistrées. Concernant les situations de la rue Lalande, la Bira, de la rue de la Rousselle, de la rue Plante-Rose, auquel il faut ajouter tout fin août, début septembre, le cours Victor Hugo, on a une langue Rubuant, une vingtaine de personnes supplémentaires qui sont concernées, mais là, pour le coup, les travaux de sécurisation sont en route, ils devraient se terminer dans les prochains jours, et la plupart des habitants pourra retourner chez eux. En termes de relogement, ça correspond à 42 relogements par le CCAS, pour un budget de 49 000 euros, avec une majorité des relogements issus des évacués de la rue de la Rousselle. Et puis 8 000 euros d'aide financière qui ont été délivrés par le CCAS à ces sinistrés et je crois un peu plus de 7 000 euros de ces 8 000 euros à des habitants de la rue de la Rousselle, puisque pour le coup ils sont plus nombreux et on est dans une situation qui dure et qui sera amenée à durer. Sur la rue de la Rousselle, alors je vous refais pas tout l'historique, vous le connaissez. On avait lancé, la mairie s'était substituée au début de l'été pour réaliser les travaux, la phase 1, donc qui consistait à sécuriser par l'extérieur les bâtiments impairs et à étrésillonner les fenêtres côté pair pour sécuriser les façades. Ça s'est terminé début août avec une petite dizaine de jours d'avance. En revanche, il y avait ensuite 2 phases de travaux. Une phase qui consistait en l'enlèvement des gravats et la sécurisation de la dent creuse par l'intérieur de la grande dent creuse, puis une 3e phase qui consistait à terminer la sécurisation des immeubles concernés. On a appris courant juillet que la procureure de la République avait ouvert une information judiciaire, saisi une juge d'instruction, et il nous avait été demandé du coup de ne pas toucher au gravat tant que l'enquête n'avait pas avancé. Donc on a attendu un peu dans le flou courant du mois d'août. On a sollicité du coup la procureure de la République qui nous a indiqué le nom de la juge d'instruction. On a écrit, monsieur le maire, monsieur le directeur général, ont écrit à la juge d'instruction. Alors vous savez, les instructions sont très indépendants et c'est bien normal, donc on était plus en recherche d'informations pour savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir enlever les gravats pour aller terminer la sécurisation et permettre aux gens de rentrer chez eux. Ce qui se passe en fait, c'est que ce qu'on sait depuis, c'est que la juge d'instruction va s'appuyer pour la procédure pénale sur les expertises qui ont eu lieu dans le cadre de la procédure civile. Ça veut dire que les expertises qui ont lieu depuis le début de juillet vont servir à cette procédure pénale. Cependant, elle nous demande tout de même de prendre elle demande aux propriétaires qui ont la charge de l'enlèvement des gravats de prendre un certain nombre de précautions pour cet enlèvement. Notamment, la juge souhaite que l'enlèvement des gravats soit filmé, que ça puisse être éventuellement photographié, je crois, tout un tas d'éléments qui représentent un montant total de 23 000 euros. Or, comme ici, on est dans une procédure judiciaire qui n'est pas du ressort des pouvoirs de police spéciale et générale du maire, la ville ne peut pas se substituer à ces 23 000 euros. Nous n'avons pas légalement la possibilité de le faire. Si on le fait, ou qu'on le rajoute à notre devis en se substituant sur la phase 2 ou 3 des travaux, cette facture pourrait être refusée par le trésorier payeur, et nous pourrions ne jamais payer cette facture. Donc, c'est pas une situation qui est possible. Donc là, nous sommes dans l'attente. L'expert qui a fait ses préconisations auprès de la juge avait jusqu'au 30 septembre pour avoir un retour des propriétaires et ensuite la juge d'instruction peut ordonner que l'expertise soit prise en charge par l'État, elle peut ordonner aux propriétaires de payer, ça reste entre ses mains. Nous attendons un retour de sa part, nous lui avons écrit à la fin du mois de septembre pour lui faire part de notre inquiétude sur le fait que la situation dure et que nous aimerions pouvoir enlever rapidement les gravats et que nous attendons donc un retour si possible rapide de sa part pour avancer, puisque derrière, je vous le disais, c'est encore 129, 130 personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles tant qu'on n'aura pas pu avancer sur ces travaux de sécurisation. Et ensuite, une fois qu'on aura eu l'accord et qu'on aura pu enlever les gravats, la mairie pourra éventuellement, si c'est nécessaire, se substituer à la réalisation des phases de travaux supplémentaires. Pour rappel, c'était 530 000 euros sur la phase 1 et on serait sur un montant de 150 000 euros sur la phase 2. Je ne connais pas le montant de la phase 3, mais il n'est pas encore forcément budgété en attendant l'avancée. De manière plus générale,
nous avions dès le conseil municipal du mois de mai, dont on pourra, j'imagine, vous renvoyer les documents et les chiffres que vous demandez, mais nous avions dès ce moment-là annoncé notre volonté de travailler sur la question de la lutte contre l'habitat indigne avec un certain nombre de pistes d'action qu'on souhaitait mettre en œuvre. On les a de fait accélérées, on l'a déjà dit. Je le rappelle, une cartographie. Monsieur le maire avait annoncé un audit. C'est la forme d'une cartographie. Où est-ce que sont les zones particulièrement dangereuses, difficiles, risquées potentiellement à Bordeaux. Donc là, la direction de l'habitat a réalisé cette cartographie. Elle est en train d'être finalisée, notamment avec des éléments de l'art urbain et d'une étude réalisée par ailleurs sur le logement insalubre. Il y a des repérages qui se font aussi par les équipes Ville et Métropole par arpentage pour repérer des situations difficiles. Et puis, on a fait beaucoup de communication aussi sur l'information, l'accès au droit pour que les habitants, les locataires ou les propriétaires inquiets nous fassent remonter des situations et qu'on puisse ensuite s'en saisir, faire des visites et les signalements nécessaires. À titre d'exemple, juste sur ma boîte mail en tant d'élu, j'ai reçu 4 situations la semaine dernière assez dramatiques de logements insalubres ou de logements dégradés qui peuvent s'apparenter dans certains cas à des pratiques de marchands de sommeil. Donc je préfère vous dire que nous serons intransigeants sur ces situations-là, d'un point de vue insalubrité, d'un point de vue autorisation d'urbanisme, etc. Et je sais que vous serez tous derrière nous sur ce sujet-là. Petite parenthèse, nous avons pris attache avec la ville de Marseille pour voir comment eux traitent cette question de l'habitat dégradé depuis plusieurs années, puisque autant dire qu'ils ont un peu d'avance sur les réflexions. Ils ont eu les réflexions qu'on a aujourd'hui, ils les ont eues il y a quelques années et ils ont pu tester différentes solutions. Donc on échange avec eux sur ça. On échange aussi avec la ville de Saint-Denis qui a beaucoup travaillé sur l'habitat insalubre et les marchands de sommeil pour partager un peu leurs expériences et avancer. Autre point, je rappelle la mise en œuvre au 1er janvier 2022 du permis de louer sur certains secteurs de la ville, en particulier Victoire, Marne, Belsier, etc., qui sera un moyen d'aller repérer et d'identifier des situations d'insalubrité et un outil supplémentaire dont on n'a pas forcément évoqué encore en conseil, mais dont on a eu la validation à la fin du mois d'août, c'est l'encadrement des loyers qui permettra derrière, on a été retenu pour l'expérimentation, c'est une excellente nouvelle, puisque dans notre panel d'action, dans notre panoplie d'outils, ça nous permettra d'avoir un impact aussi sur le long terme. Autre piste, je vais essayer de ne pas être trop long, mais ça me paraissait important de tout détailler. Nous avons sollicité la procureure de la République, mais aussi la ministre du Logement, Madame Wargon, pour créer ce qu'on appelle un GLTD, donc groupement local de traitement de la délinquance, mais LHI, donc lutte contre l'habitat indigne. C'est comme le GLTD plus classique qu'on peut connaître, sauf que là, il est présidé par la procureure, qui a la possibilité de demander à la ville, aux pompiers, à l'État, à la police, etc., de lui faire remonter des signalements, d'aller faire des enquêtes, de lui ramener des informations, qui permet ensuite de traiter au tribunal des situations de marchands de sommeil. À Marseille, par exemple, des arrêtés de péril non respectés par les propriétaires sont envoyés au tribunal. Il y a des amendes qui sont prononcées jusqu'à des peines de prison ferme pour les situations les plus graves. On n'est pas là pour aller pénaliser tous les propriétaires. Par contre, sur des situations particulièrement graves et insupportables, là, on sera bien entendu intransigeant et on a besoin de ce groupe de travail avec la procureure. On s'est aussi rapproché d'un dispositif de l'État qui s'appelle le CSTB, le Conseil scientifique, de la sécurité des bâtiments, comité technique de la sécurité des bâtiments, voilà, qui est un dispositif de l'État qui va nous aider à travailler sur la question du traitement de l'habitat dégradé, des périls, et aussi on pourra à moyen terme aller travailler sur la question des sols et de manière plus générale de ce qui peut faire bouger nos immeubles. Et puis, on vous proposera dans un prochain conseil municipal la création d'une aide exceptionnelle d'une durée de 1 an pour accompagner les monopropriétaires des centres historiques de Bordeaux et les syndics de copropriété à financer des expertises de sûreté de leur immeuble pour s'assurer, quand il y a des doutes, qu'on puisse justement faire se lever de doutes, et la cartographie nous permettra d'identifier ces zones-là. Je termine en disant 2 choses. Je voulais juste souligner le gros travail que fournissent les services ville et métropole quand même depuis plusieurs mois, notamment l'effondrement rue de la Rousselle. Je pense à la direction de l'habitat au CCAS et aux mairies de quartier qui sont très investies. J'en profite aussi pour dire remercier Karine Gessner qui quitte la direction de l'habitat pour d'autres occupations pas très loin dans la ville. Mais pour le travail fourni. Et je souligne aussi les bonnes relations de travail que nous pouvons avoir avec l'État, via la ministre du Logement, mais aussi avec la préfecture sur ces sujets-là. Et je pense que c'est important d'avancer tous ensemble.